Si vous avez tendance à vous retenir de dire des trucs aux gens parce que vous avez peur que ça crée un conflit, alors vous êtes au bon endroit. Il y a des conversations qu'on repousse parfois pendant des semaines. Et c'est pas toujours parce qu'on sait pas quoi dire, c'est plutôt parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer après. Parce qu'on se dit que peut-être on va vexer l'autre, on va le blesser, et que la personne, elle va se sentir attaquée et ça risque de créer une dispute, un conflit. Alors du coup, on a tendance à se taire, mais le problème c'est que le plus on se tait, et le plus la situation va s'aggraver. Jusqu'à ce qu'en fait, le truc qui aurait pu être une simple discussion qui règle le problème, devienne justement le gros conflit, la grosse dispute que vous essayez d'éviter à tout prix. Du coup, si jamais c'est difficile pour vous, j'ai envie de vous partager dans cette vidéo une méthode qui marche juste trop bien à la fois pour mes patients et pour moi. Pour que ça se passe bien, on va utiliser 3 ingrédients. On va commencer par dire pourquoi est-ce qu'on parle, ensuite on va dire de quoi on parle, et enfin on va dire qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrange et qu'on n'ait plus besoin d'en parler. Si jamais il vous manque un de ces 3 éléments, en fait c'est là où vous risquez d'augmenter les chances que la discussion elle dérape et qu'elle devienne conflictuelle. Du coup, première étape, ça va être les intentions. Et là, on va commencer par parler à la personne de pourquoi est-ce qu'on vient parler de ce sujet-là. L'intérêt, en fait, quand on va faire ça, c'est d'essayer de la mettre dans de bonnes dispositions pour toute la discussion qui va suivre. C'est un peu une manière de montrer patte blanche, de rappeler qu'on est des alliés et que si on ramène ce sujet-là, c'est pas pour embêter le monde, mais c'est justement pour que ça se passe bien et pour demander de l'aide. On n'est pas sur un reproche gratuit, on est sur j'ai un problème et j'ai besoin de toi pour réussir à le régler. Donc l'idée générale de cette première étape-là, c'est d'essayer de répondre à la question pourquoi est-ce que j'ai besoin de ramener ce sujet-là à cette personne-là ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un sujet qui vous tracasse depuis quelques semaines et que vous auriez besoin d'être rassuré ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des trucs que vous aviez pas osé dire et que maintenant vous vous rendez compte que ça vous ronge et puis que vous commencez à avoir un mauvais comportement, à vous venger régulièrement, à mettre des taquets qui sont pas vraiment mérités et que vous aimeriez bien que ça s'arrête parce que c'est pas cool pour l'autre personne ? Est-ce que c'est juste parce que vous avez regardé cette vidéo-là et que vous avez voulu vous entraîner sur quelqu'un pour voir si ça marche ? Toutes les raisons sont bonnes à dire parce que souvent en fait les intentions elles sont hyper bonnes chez les gens. L'intention que vous avez quand vous allez parler de ce sujet-là c'est que ça se passe bien en fait. C'est pas pour faire du mal, c'est pour vous faire du bien, c'est pour faire du bien potentiellement même à tout le monde. Et donc commencer par parler de ces intentions-là, l'effet que ça va avoir, c'est que ça peut amener à réveiller l'empathie de votre interlocuteur, plutôt qu'un reproche qui lui réveillerait plutôt ses défenses. Au lieu de se braquer directement, la personne peut se dire « Ok, a priori, on est ensemble ». C'est pas un affrontement, c'est une équipe. On va prendre un exemple concret que j'ai souvent dans la patientèle pour que ce soit plus facile de vous repérer. Vous voyez par exemple votre amoureux qui sourit d'un SMS qu'il vient de recevoir, et là vous sentez monter en vous de la jalousie. Si jamais au milieu de nulle part vous lancez un « c'est qui cette pute », vous avez à peu près 99% de chances que la discussion se passe très mal. La personne, en fait, elle se fait accuser, donc forcément, elle va se défendre en premier lieu. Sauf que du coup, vous allez entendre votre amoureux, parler de cette personne-là, se défendre, se justifier, et la personne que vous jalousez, elle devient le centre de la discussion, et elle prend toute la place. Et vous, au fur et à mesure, vous vous sentez de plus en plus disparaître. Donc en fait, les choses s'aggravent énormément, parce que ça appuie pile là où ça vous faisait mal. Alors que si on prend vraiment le pourquoi ça fait mal, c'est pas quelque chose d'agressif, c'est plutôt un aveu hyper vulnérable. Ça pourrait être « je me rends compte que t'as l'air proche de cette personne-là et que tu lui racontes des choses que tu me confierais pas à moi. Je vois bien qu'on parle moins souvent qu'avant et j'ai peur de pas être aussi important dans ta vie, je suis inquiète, j'aimerais bien être rassurée pour plus penser ce genre de choses. » Ça peut être de dire que je me rends compte que t'es plus proche de cette personne-là que de moi en ce moment, que tu lui racontes plein de trucs, et le fait de voir que tu te confies à elle et plus à moi, ça me fait me sentir en insécurité, j'ai l'impression qu'on n'est plus aussi proche qu'avant et que du coup il y a un problème entre nous et que c'est risqué pour notre relation. Je suis hyper inquiète et j'aurais vraiment besoin qu'on en parle pour que je puisse me rassurer. Ça peut être j'ai vu une photo de toi et de cette fille en soirée, en story, et du coup je me rends compte qu'elle est quand même vachement plus jolie que moi, et ça me complexe énormément parce que je me dis qu'en fait limite t'aurais raison de te barrer avec une meuf comme ça, que t'as sous le nez plutôt que d'être avec moi alors que j'ai pris 15 kilos depuis qu'on est ensemble. Et je me sens pas bien et j'ai besoin de trouver des solutions pour avoir plus confiance en moi là-dedans et dans notre relation. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour en parler et m'apaiser ? Voire même dire que justement, vous voyez bien que comme vous vous sentez dans la jalousie, vous vous voyez aussi faire payer à l'autre votre jalousie. Vous agissez comme si le film que vous faites dans la tête, il est vrai. Alors du coup, ça pourrait donner le fait de dire je me vois bien être pas cool avec toi, alors qu'en plus, ça se trouve, t'as rien fait et c'est trop dommage que je te fasse payer un film imaginaire et en même temps, je sais pas comment faire autrement et j'ai besoin de toi parce que je vois bien que toute seule, j'arrive pas à m'en sortir. Tout de suite, par rapport à la première version du « c'est qui cette pute », ça a juste plus rien à voir en fait. Et la personne qui est en face de ça, en fait, elle peut comprendre parce que c'est des choses qu'on a tous plus ou moins déjà ressenties, des moments de vulnérabilité comme ça, où on a mal d'un truc et on pourrait très bien devenir agressif et se fâcher, mais en fait, la base de ça, elle est douloureuse, elle est pas agressive. Quand la personne agit comme ça, en fait, elle a beaucoup plus de chances que son partenaire y comprenne mieux
la jalousie, le sentiment douloureux qui est à l'œuvre et qui fait qu'on surréagit. Et du coup, plutôt que de vous accuser en retour de surréagir, la personne, elle peut mettre moins de force dans se défendre elle et plus de force dans prendre le temps de vous écouter et avoir cette patience-là, parce qu'en fait, c'est être auprès de vous, c'est pas être contre vous. Et c'est beaucoup plus facile de rester calme et patient et d'écouter quand on sait qu'on n'est pas dans un affrontement. Pour les gens qui sont les plus anxieux, des fois pour oser vraiment démarrer le fait de parler, ils ont besoin qu'on aille encore plus loin que ça. C'est pas forcément nécessaire, même des fois c'est pas recommandable, et le plus c'est simple et le mieux c'est, mais je comprends que des fois c'est juste trop dur et il faut encore plus des baby steps et des bouées. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé faire quand j'osais pas parler, c'était d'aller vraiment dans l'aveu de faiblesse à fond et d'accentuer le je pense que j'ai tort, je pense que je me raconte un film qui est complètement faux, mais j'ai besoin que t'en parles pour que je puisse mettre tes mots à toi dans ma tête plutôt que les miens. Et en fait, de déjà partir du principe que vous avez tort et d'appuyer là-dessus pour être sûr que la personne ne réagisse pas comme quelqu'un qui se fait accuser. En fait, ça lui tend vraiment une perche pour raconter son point de vue. C'est plus simple pour qu'elle le dise de manière calme et que du coup vous vous fassiez moins avaler par une énergie négative, conflictuelle, si vous voyez bien que c'est ça qui va faire que vous osez pas parler. Et du coup, ça c'est vrai pour tout le monde, quand vous allez aborder un sujet difficile, vous commencez par nommer vos intentions. Pour pouvoir trouver c'est quoi vos intentions, vous pouvez vous poser des questions de type pourquoi est-ce que c'est vraiment important pour moi que j'en parle, même si ça risque de provoquer une galère. C'est en vue de quel but? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe derrière? Est-ce que c'est pour vous sentir compris et entendu? Est-ce que c'est pour pas vous venger inconsciemment? Est-ce que c'est pour sauver une amitié alors que vous voyez bien que vous êtes en train de vous éloigner? Est-ce que c'est parce que l'angoisse est en train de vous bouffer et vous avez vraiment besoin de vous apaiser? L'intention, en fait, c'est le pourquoi. En vue de quoi? Dans quelle optique? C'est quoi le résultat que vous voulez à la fin de cette discussion dans l'idéal? Et du coup, une fois que vous avez expliqué les raisons, le pourquoi est-ce que je viens t'en parler, là maintenant, on va parler de en quoi est-ce que c'est important. La deuxième étape, c'est ça, c'est les informations. C'est le en quoi est-ce que ce sujet, il est si important pour moi que si jamais on le résout pas, ça va créer des gros dégâts. C'est la deuxième question que vous allez avoir à vous poser, c'est le c'est quoi l'impact. Parce qu'en fait, si jamais vous nommez vaguement un problème sans jamais l'expliciter clairement, vous risquez de pas être compris. Et la personne en face de vous, elle risque de minimiser l'importance que ça a pour vous. Pas par méchanceté, mais parce que très sincèrement, elle n'en prend pas la mesure, elle ne s'en rend pas compte du tout. Il va vraiment falloir être clair avec votre interlocuteur si vous voulez avoir une chance qu'il vous comprenne pour de vrai. Il y a plein de moments dans lesquels il y a des trucs où on a l'impression que c'est évident, mais en fait c'est évident que pour nous. Votre vérité, c'est pas la vérité du voisin, on pense pas tous de la même manière, on n'est pas sensibles aux mêmes choses, on n'a pas les mêmes valeurs, la même manière dont on a pu être éduqué, il y a plein de choses qui diffèrent d'une personne à l'autre, et du coup nos interprétations, la manière dont on les analyse, elle est pas pareille. On s'exprime pas pareil, on n'aime pas pareil, on prend pas soin pareil, et c'est vraiment à vous de donner le mode d'emploi à l'autre, pas l'inverse. C'est pas à la personne de deviner, parce que la grande majorité des cas, quand on essaye de deviner pour l'autre qu'est-ce qui lui ferait du bien, on se trompe. Et c'est vrai même pour moi en tant que thérapeute, quand je suis avec des patients, il y a plein de moments dans lesquels j'arrive à peu près à avoir des bonnes hypothèses, mais je les vérifie toujours. Et surtout, je pose la question, je demande aux gens comment ils se sentent et comment ils interprètent les choses, parce que ça m'arrive très souvent quand je les devance et quand je m'attends à un truc, qu'en fait, j'ai juste tort, quoi. Parce que je m'appuie sur ce que j'ai déjà vu, je m'appuie sur comment moi je penserais à leur place, et ça, c'est souvent très éloigné de ce qui est vraiment vrai pour eux. Donc, ne partez jamais du principe que l'autre peut deviner et que, c'est évident. Non, c'est pas évident. Je vais vous prendre un exemple que je vois très souvent dans ma patientèle, c'est aussi dans le cadre des couples, parce que c'est assez pratique les couples pour le type de sujet de dispute, c'est le coup de la tasse à café qui traîne et que la personne elle ramasse pas. Vous remplacez la tasse à café par chips, par chaussettes, par tout ce que vous voulez, et en fait il va y avoir un sujet là-dessus qui a l'air anodin sur le principe. Vous avez une des deux personnes qui s'énerve et qui devient hystérique pour une histoire de tasse qui traîne, et l'autre il comprend pas en mode écoute, je suis fatiguée, j'ai passé une journée de 10 heures, là je peux plus, pourquoi tu m'emmerdes avec une tasse à café? Sauf que c'est pas une histoire de tasse à café, c'est une histoire de quand on a démarré la relation, tu me servais un café. On discutait, on prenait du temps ensemble, on rigolait, et à la fin, tu débarrassais mon café en même temps que le tien, et tu disais que ça te dérangeait pas et que ça te faisait plaisir. Aujourd'hui, tu te sers un café, tu vas le boire dans ton coin, tu le laisses traîner, et je suis supposée le ramasser. Ça veut dire quoi notre relation en fait? On a perdu un truc en fait là, et est-ce que tout ce que t'attends de moi maintenant, c'est que je sois dans les parages et que je sois confortable, et que j'améliore ton petit quotidien, mais qu'en fait on soit plus en lien, on rigole plus, on passe plus de temps ensemble, et que mes besoins ils passent loin derrière les tiens, voire même ils soient même plus du tout une question pour toi? Si jamais c'est ça le sujet qui est en dessous, en fait c'est pas du tout disproportionné de péter un câble pour une tasse, parce que c'est pas la tasse le sujet, c'est la qualité de la relation qui est en dessous. Et donc si vous dites juste je suis pas ta boniche, tu pourrais ramasser ta tasse quand même, c'est pas une explication qui fonctionne, en fait. Je suis fatiguée, ça veut rien dire. C'est trop court, y a pas de matière.
Parce qu'a priori, tout le monde est fatigué, souvent, dans un contexte de couple, d'autant plus quand il y a des enfants. Donc si vous avez la sensation que votre partenaire vous comprend pas, vous pouvez pas juste rester à ce genre de banalité-là. Vous allez avoir besoin de vraiment expliciter les choses, pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce que c'est grave. Et là, je vous parle beaucoup de trucs qui ont rapport au couple, mais en fait, ça peut être la même chose en amitié. Il y en a souvent toujours un qui relance plus les autres, qui organise les sorties, qui pense aux anniversaires, et les autres qui font pas cet effort-là, et à la fin, t'en as marre que personne prenne de tes nouvelles, alors que toi, tu prends des nouvelles de tout le monde. Il y a plein de sujets comme ça qui peuvent arriver dans plein de contextes sociaux, où vous avez la sensation que le lien se dégrade, et il faut que vous expliquiez pourquoi est-ce que vous êtes impacté, parce que la personne, souvent, elle s'en rend pas compte. Il y en a un des deux qui est juste affairé à autre chose et qui a pas vu le lien se dégrader, qui s'en est pas rendu compte du tout. Donc vous allez avoir vraiment besoin d'expliciter concrètement c'est quoi l'impact que ça a sur vous, sur vos sentiments, sur votre comportement, comment est-ce que ça vous affecte et que ça affecte la relation. Et je sais que c'est pas un exercice qui est toujours facile, surtout quand on n'a pas trop l'habitude de parler et quand on a peur de le faire parce qu'on a peur de mal s'exprimer et que ça cause beaucoup de dégâts. Si jamais un des trucs qui vous retient, c'est la peur de perdre vos moyens quand vous parlez et du coup de mal vous exprimer, ça peut être utile d'écrire. J'ai pas mal de patients qui prennent le temps justement d'écrire d'abord leurs arguments de manière claire, ça permet de le faire à tête reposée, donc de pas se faire déborder par ses émotions et du coup d'être soit trop dans la plainte, soit trop dans l'agressivité, et du coup de réussir à tout mettre bien sur papier sans avoir le risque non plus d'être interrompu. Donc quand ils font ça, soit ils gardent le papier dans la poche et ils arrivent à parler, mais ça les rassure que le papier soit dans la poche, soit ils le lisent, parce que du coup ça leur permet de pouvoir dire les choses en face, mais quand même de pouvoir s'appuyer sur un genre de doudou qui permet de s'assurer de rien avoir oublié et d'avoir bien parlé, soit ils le donnent à la personne, parce que même parler, juste le lire, c'est trop dur, et donc du coup après ils peuvent en parler, soit même ils l'envoient par message, mais en tout cas, si vous n'arrivez pas à avoir un point d'entrée, n'hésitez pas à le faciliter de plus en plus. Il y a plein de gens qui disent que c'est de la triche de pas dire les choses en face, mais il y a un moment donné, ce qui est vraiment grave en fait, c'est pas une histoire de manière de le dire, c'est le fait de pas dire du tout, parce que ça, c'est sûr à 100% que ça va détruire la relation. Donc, si votre point d'entrée, il est par écrit parce que vous êtes plus à l'aise à l'écrit, on utilise ça comme point d'entrée. Ça n'empêche pas derrière d'avoir une vraie discussion en face à face, et juste ça permet que, une fois que les choses sont posées, c'est bon, les arguments ils sont là, vous pouvez redescendre et vous pouvez juste vous concentrer sur comment vous allez pouvoir construire la suite avec la personne. Et pareil, si vous êtes du coup hyper anxieux et que vous avez peur de mal dire les choses, n'hésitez pas à mettre ça dedans. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait mettre en brut tout ce que vous ressentez, et notamment, je me rends bien compte que je parle super mal et que je suis hyper brute de décoffrage et je sais pas c'est quoi les bons mots et je m'attends à ce que tu te vexes parce qu'en fait ce serait ma faute parce que je parle mal, mais il faut que je le dise d'une manière ou d'une autre. En fait, mettez même ça dedans. Mettez vos craintes dedans, mettez l'état dans lequel ça vous fout, tout ce problème-là, et le fait d'en parler. On pose tout parce que du coup ça permet à ce que la personne en face, elle ait les informations. C'est pas pareil du coup pour elle, parce que si jamais elle voit que justement vous êtes en grande difficulté à vous mettre une énorme pression pour bien faire, mais que c'est difficile, elle va beaucoup plus facilement pardonner les maladresses de langage que vous pouvez avoir dedans, parce que vous prenez le soin de dire explicitement j'ai envie de prendre soin, juste j'y arrive pas. Ça peut éviter du coup les disputes qui commencent à arriver, non pas sur le fond du problème, mais sur la forme de comment vous avez parlé. Donc n'hésitez pas à vous accuser vous-même dans ces moments-là, si ça c'est votre crainte, de dire ouais je sais que là je le dis mal, et à la rigueur même vous pourrez demander à la personne de vous aider à mieux parler à l'avenir, parce que parler c'est difficile. Genre vraiment, on n'a pas tous eu les meilleurs modèles quand on a grandi, que ce soit à la maison, que ce soit avec les amitiés, les amours qu'on a eu après. Alors pour certains, bien parler, ça demande plus d'entraînement que pour d'autres. Et de la même manière que vous aiderez jamais un gamin à devenir meilleur à l'école en lui disant t'es vraiment qu'une grosse merde en maths, si vous voulez progresser dans comment parler, il faut qu'on vous explique, pas qu'on vous engueule. Du coup, le point d'entrée pour ceux qui sont brutasses et qui arrivent pas à aller parler, c'est d'aller demander de l'aide à leurs proches. Même en dehors de ce contexte-là de vous êtes en train de dire un truc difficile. Allez voir les gens autour de vous en qui vous avez confiance, vraiment, où vous vous sentez en sécurité d'être un peu vulnérable avec eux, et ceux qui parlent bien, justement, demandez-leur comment ils font. Demandez-leur des conseils. Comment est-ce que vous pourriez leur dire des choses pour que ça se passe bien? Et en fait, de dire, quand je veux te dire ça, c'est quoi la bonne manière de le dire? Et vraiment, on y va cru, quoi. C'est quand je veux te dire ça, comment je peux te le dire? Parce que les gens vont vous donner leur vocabulaire. Ça marchera avec eux a priori, parce que c'est le leur, et peut-être que celui-là marchera avec d'autres gens. Donc piochez comme ça à droite à gauche en demandant à plein de gens en qui vous avez confiance, et développez votre vocabulaire grâce à ça. Parce que vous n'allez pas pouvoir deviner les manières de parler, mais vous pouvez les demander. Ce sera beaucoup plus simple, et à force, vous allez découvrir aussi c'est quoi la manière qui vous ressemble. C'est un peu comme le sens de l'humour. Au début, quand on est gamin, on copie les autres, et on fait les blagues que les autres copains y font et qui nous font rigoler, et au fil du temps, on développe notre propre humour, nos propres blagues. Mais c'est parti d'une forme d'imitation, et là, de la même manière, quand vous aimeriez bien être plus adroit dans vos paroles, mais que ça vous ressemble quand même, ça passe par de l'imitation, par copier ce qu'on vous a dit qui marchait, et ensuite, vous allez voir que naturellement, vous allez reprendre et ce qui fonctionne et ce qui vous ressemble.
Et là, du coup, à force, vous allez prendre confiance en vous, donc vous aurez moins la pression quand vous parlez, et ça aidera aussi à ce que ça se passe mieux et à ce que vous soyez beaucoup plus adroit. Et en vrai, le vocabulaire, c'est hyper important, parce que ça, c'est un truc que je vois le plus souvent, c'est l'engueulade qui parle de « t'as vu comment tu me parles ». Sauf que « t'as vu comment tu me parles », ça veut rien dire. Ça veut rien dire de concret, en fait, mal parler. Ça peut dire des choses tellement différentes d'une personne à l'autre que du coup, vous pouvez pas juste vous appuyer sur ça pour mieux faire. Et donc, si quelqu'un vous parle mal, rappelez-vous de ça et soyez constructif. Plutôt que juste de lui dire « tu me parles mal et c'est relou », dites-lui « là, quand tu me dis ça, c'est pas la bonne manière, mais cette manière-là marcherait mieux ». En très concret, ça peut être, plutôt que de me dire que je suis hystérique dans les disputes, dis-moi plutôt que t'es hyper mal à l'aise quand le ton monte, que ça te fait un peu perdre les pédales et que t'arrives plus à écouter ce que je dis, et que ça t'aiderait beaucoup que je descende de volume pour que tu puisses vraiment te concentrer sur ce que je dis et vraiment m'écouter, plutôt que de te défendre contre le fait que je crie. Là, au moins, c'est constructif, ça sert quelque chose, et c'est pas une insulte, c'est juste un commentaire de son et un besoin auquel on vous demande de répondre. Ça revient au même dans le fond, c'est juste que du coup, la personne, elle pourra mettre plus de forme pour que ça vous parle et que vous vous vexiez pas trop fort. Et là, vraiment, en fait, les formulations, ça dépend des gens. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière, il y a les manières qui marchent pour vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, goûtez un petit peu aux manières de plein de gens pour pouvoir vous dire, ah, ça me plaît, ça me plaît pas. Il y a des trucs qui marchent sur un tas de personnes qui se ressemblent, il y a des trucs qui marchent très bien avec les collègues de boulot, il y a des trucs qui marchent très bien en famille, il y a des trucs qui marcheront avec quasi personne, sauf cette personne-là qui a une manière de fonctionner qui est hyper particulière. Mais au-delà des manières des autres, parce que ça, vous aurez juste à leur demander et appliquer, il faut que vous connaissiez c'est quoi votre manière à vous. C'est quoi la manière dont il faut qu'on vous parle pour que vous arriviez à entendre. Si jamais vous savez ce que vous attendez de la personne, vous devez lui dire clairement. Et si jamais vous savez pas, là, ça va être à vous de bosser en fait. Vous pouvez pas en vouloir à quelqu'un de pas vous parler correctement si vous savez vous-même même pas c'est quoi bien vous parler. Peut-être qu'en fait c'est juste la critique en elle-même que vous avez pas envie de recevoir, quelle que soit la manière dont la personne le dit, donc en fait elle est foutue. Et vous mettez sur elle un fardeau qui lui appartient pas du tout. Et si justement vous êtes coincé sur vos besoins et que vous n'arrivez pas à les exprimer et à expliquer à la personne c'est quoi la bonne manière de réagir contrairement à ce qu'elle fait, je peux que vous encourager à aller faire un tour en thérapie. Parce que justement c'est l'endroit où on va se questionner sur c'est quoi nos besoins et comprendre un petit peu comment on se sent, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre environnement pour que ça se passe mieux et que ce soit plus adapté. Et c'est normal d'avoir du mal à le faire tout seul parce qu'on est hyper encombré par la vision que nous a transmis notre famille, notre entourage quand on a grandi après, à l'école, les amis, les amours, et à cause de certains de ces angles morts qu'on a créés, c'est difficile parfois de progresser sur des trucs. Et la thérapie, c'est un endroit où vous pouvez faire ça. Même moi en tant que thérapeute, je vais en thérapie parce que j'ai des angles morts comme absolument tout le monde, voire même c'est pire parce que je me raconte que je sais des trucs, alors laisse tomber. Du coup, quand je suis en séance avec mon thérapeute, avec mon psychologue, je peux me poser toutes ces questions-là, je peux prendre du recul parce que j'ai quelqu'un de différent de moi qui m'aide à regarder les choses sous un autre angle et du coup à me poser des questions différemment et ça m'aide à réaliser. Du coup, ah mais en fait, ça me fait du bien quand vous le dites comme ça, je le prends pas mal, comment ça se fait qu'avec vous ça marche et pas avec cette personne-là. Et je peux comparer ces manières-là de faire, et je peux me les réapproprier, et en parler correctement après aux gens autour de moi, parce que je sais de quoi je parle, donc je peux l'expliquer. Du coup voilà, on n'hésite pas du tout à aller en thérapie pour comprendre ses besoins, et surtout on les juge pas. Quelles que soient les manières dont vous avez besoin d'aborder les choses, en fait je me répète comme un disque rayé dans toutes les vidéos, mais il n'y a pas de bonnes et de mauvaises manières, il y a les manières qui marchent, il y a des gens qui se gueulent dessus et ça pose aucun souci, et même les insultes c'est drôle et ça rapproche, il y a des gens pour qui il faut prendre tout un tas de petits gants les uns dans les autres comme des mariochkas, et si vous faites pas ça c'est la guerre nucléaire, il y a des gens pour qui il vaut mieux dire très peu de choses pour que ce soit hyper efficace parce que leur temps d'attention c'est à peu près 30 secondes, et donc si vous faites des longues phrases, ils sont perdus, et il y a vraiment pas de bonnes et de mauvaises manières objectives, il y a que celles qui fonctionnent avec vous et avec votre entourage. Et là on va attaquer mon étape préférée. Donc première étape, c'était de donner vos intentions pour que la personne, elle ouvre ses écoutilles et qu'elle réussisse à être calme et disposée à recevoir ce que vous allez dire. La deuxième étape, c'est les informations pour qu'elle puisse comprendre en quoi est-ce que c'est grave et important pour vous et que c'est vrai qu'il faut trouver une solution parce que sinon il va y avoir un problème, donc elle va plus facilement s'engager à se bouger les fesses. Et troisième partie, la plus importante, c'est de chercher ensemble une solution. Au moins de trouver une ébauche de solution. Et vraiment, 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 c'est la partie la plus importante. Si vous avez pas ça, ça sert à rien de parler. Tout le reste, c'est vraiment inutile parce que la finalité de pourquoi vous voulez discuter d'un sujet difficile avec quelqu'un, c'est pour que ce sujet, il disparaisse. Si vous faites rien pour qu'il disparaisse, si c'est juste la personne, elle est au courant mais elle sait pas quoi faire, le sujet va revenir, vous allez lui en vouloir de plus en plus, et au final, vous allez créer encore plus de ressentiment que si vous n'en aviez pas parlé. Parce que derrière, vous allez vous raconter que la personne, en fait, elle vous a dit oui, mais en fait, elle s'en fout, qu'elle a pas envie de faire des efforts, que parler ça sert à rien, que ça sera toujours pareil. En fait, on va tomber dans une espèce de rengaine un peu pourrie, là, aigrie, parce que juste, on est déçu, on est las de vivre la même situation encore et encore.
Et c'est très problématique pour vos relations parce que ça fait partie des choses qui font qu'elles s'arrêtent. C'est que quand t'as plus d'espoir pour une relation, bah t'as envie d'y mettre fin. Donc la troisième étape, c'est la plus importante, limite même on passe 80% du temps de la discussion que sur ça, c'est trouver une solution de comment est-ce qu'on fait en sorte que ça s'arrête. Et vraiment, il n'y a pas besoin que ce soit un truc incroyable qui résolve tout, il y a besoin que ce soit ne serait-ce qu'un petit pas qui vous rapproche d'une vraie solution. L'impression en fait qu'il y a eu un truc concret qui s'est passé, que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et que ça a mis en mouvement tout le monde, et que ça va commencer à aller mieux sur ce sujet. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que même si jamais l'ébauche de solution là que vous trouvez, elle fonctionne pas, ça va quand même avoir beaucoup de bienfaits de le faire. Alors si elle fonctionne, c'est évident, il y a 2 gros bénéfices si la solution fonctionne, c'est que déjà le problème il disparaît, donc c'est cool. Il peut réapparaître après, mais à la rigueur vous mettrez 2-3 piqûres de rappel, parce que quand il revient, vous direz tu te souviens qu'on avait trouvé cette solution-là ? Ah oui c'est vrai, fin. Donc au pire ça devient ça. En plus de ça, le fait d'avoir résolu un problème, ça fait que derrière on se fait plus confiance, on s'aime plus. C'est vraiment dans le dur que les relations les plus profondes, elles se créent. Le lien, on le crée pas juste en passant des bons moments. C'est très facile de bien s'entendre avec quelqu'un quand ça se passe bien. Par contre, c'est très difficile de bien s'entendre avec quelqu'un quand c'est tendu, quand il y a un problème, et de réussir à résoudre ce problème et à passer de l'autre côté. Ça, vraiment, passer des moments difficiles, être là dans les moments durs et quand même y arriver, le côté pour le meilleur et pour le pire, c'est ce qui fait que vous pouvez avoir des relations très profondes avec vos proches. C'est plus quelqu'un que vous aimez bien, c'est quelqu'un sur qui vous savez que vous pouvez compter, même quand c'est galère. Donc voilà, si la solution fonctionne, tant mieux. Si la solution, elle fonctionne pas, là ça va être hyper intéressant parce qu'en fait, ça va quand même faire énormément de bon à la relation. En fait, quand vous allez tous les deux essayer d'appliquer cette solution-là, et que la solution en elle-même ne fonctionne pas, vous allez quand même moins vous en vouloir l'un et l'autre. Déjà parce que c'était votre idée à tous les deux, donc du coup vous êtes tous les deux responsables de l'échec. Il n'y a plus un jeu de oui bon il a essayé de faire ça mais c'était vraiment une idée de merde. C'était notre idée de merde à tous les deux, on en porte ensemble la responsabilité, donc je peux pas remettre la faute sur l'autre. Mais aussi et surtout parce qu'en fait, même si elle marche pas, le fait d'avoir vu l'autre faire ce que vous avez dit qu'il fallait faire, ça vous rassure énormément parce que ça montre que la personne elle est de bonne volonté. Et que c'est pas parce qu'elle veut pas faire, c'est parce qu'elle sait pas faire. Vous voyez que la personne, quand il y a une solution à tester, elle est là pour la tester, elle a bien envie de faire. Et elle fait comme vous aviez dit, elle est fiable là-dessus. Du coup, en fait, le problème, il devient facile, c'est juste que c'est pas encore la bonne solution, et que vous aurez à rediscuter, à retester des trucs jusqu'à tomber sur la bonne. Mais que le problème, il vient pas de la personne. Il vient juste du système, de l'ajustement qu'il y a à faire entre vous. C'est pas facile de s'adapter aux gens et trouver des bonnes solutions qui marchent. Et du coup, vous allez pouvoir distinguer quand est-ce que c'est juste vraiment difficile, sincèrement, de quand est-ce que c'est de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi, et du coup faire très vite le tri dans est-ce que ça vaut la peine que j'investisse plus ou moins d'énergie dans la relation avec cette personne-là. Du coup maintenant, pour trouver une bonne solution qui fonctionne, parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment la partie la plus difficile. D'ailleurs, souvent les patients, ils comprennent très très bien les premiers principes et ils arrivent bien à les adapter. La partie qu'ils trouvent difficile, c'est avoir l'inspiration de trouver des bonnes solutions, et justement souvent les premières, notamment en thérapie de couple ou familiale, ils viennent les chercher chez moi, parce que du coup ça permet qu'on trouve ensemble quelque chose qui est bien ajusté, parce que évidemment dans une vidéo YouTube, je peux pas traiter tous les problèmes imaginaires de la Terre. Le plus on peut parler précisément de votre problème, et le plus c'est facile du coup derrière de trouver pile poil la bonne solution pour vous. Donc ça c'est vraiment normal que vous galériez, vous en faites pas du tout pour ça. Et donc pour vous aiguiller quand même, pour que vous essayiez de vous rapprocher, de trouver des bonnes solutions, il y a 2 grands principes que je voudrais que vous arriviez à intégrer et qui vont vraiment pouvoir tout changer. Le premier, c'est de pouvoir jouer en équipe. En fait, il faut que vous preniez l'habitude de voir la personne avec qui vous allez discuter comme un partenaire, comme quelqu'un avec qui vous allez collaborer, pas comme un adversaire que vous devez convaincre. La personne, elle joue dans votre équipe, et si elle fait mal les choses, c'est pas parce qu'elle a fait exprès. Elle a raté. Peut-être que c'est parce qu'elle a pas la même sensibilité, pas la même éducation, pas les mêmes manières de fonctionner, tout simplement. Et peut-être même qu'en fait, la raison pour laquelle elle fonctionne mal, c'est parce que vous avez fait une dinguerie, et que votre comportement, il a provoqué le fait qu'elle arrête de bien se comporter sur certaines choses. Donc le but, ça va jamais être de l'enfoncer, de punir ou de vous venger. Parce que si jamais vous partez dans cet état d'esprit-là, vous êtes sûr à 400% que ça va très mal se passer. Et en plus, au fur et à mesure, va y avoir un mauvais jeu entre vous, de vous faire payer des trucs, genre t'as pas été cool avec moi, tu vas payer. Dans absolument toute ma pratique en tant que thérapeute, et même à vrai dire en tant qu'humaine, j'ai très rarement rencontré des gens qui avaient envie de mal faire. Surtout quand ça blesse leurs proches. On a globalement envie de se considérer comme étant une bonne personne. On fait les choses qui nous semblent être bonnes et justes en fonction de qui on est, de nos valeurs, mais en tout cas, on a envie de bien faire. Et bien sûr que des fois, on est un peu égocentré parce qu'en fait, on voit le monde à travers notre prisme, on est le personnage principal de notre histoire, et donc du coup, on est un peu biaisé, et des fois, nos intérêts, ils passent en premier. Mais il y a très rarement, et c'est en général plutôt le résultat d'une pathologie, l'envie et le plaisir de causer des dégâts chez les autres. Et il y a toujours un contexte qui justifie les actions que les gens ils ont,
et la raison pour laquelle ils se comportent comme ça. Souvent, j'essaye d'aider mes patients à relativiser en leur rappelant que les gens, ils sont pas forcément méchants, mais très souvent, ils sont nuls. Et on est forcément maladroit quand on manque d'expérience ou de compétences sur un sujet. On peut être très mauvais pour s'exprimer clairement, pour gérer nos émotions, pour analyser correctement une situation ou avoir un bon comportement. Mais c'est pas exclu qu'avec un coup de pouce, on apprenne à devenir meilleur. La plupart d'entre nous, on a envie de devenir des gens meilleurs, on aimerait bien être mieux que ce qu'on est. Et pour progresser, on part d'un point de départ, et ce point de départ-là, il y a un moment donné, il faut peut-être admettre que il est juste merdique. Et donc la personne avec qui vous discutez de ce sujet-là sur lequel il y a un problème, il a sans doute plein de qualités, mais sur ce thème-là, il est nul, il sait pas bien faire. C'est pas très glorieux pour lui, mais c'est son point de départ. Et donc on va essayer de partir main dans la main avec la personne plutôt que de la dénigrer et de juste juger qu'elle devrait mieux faire. Le plus vous allez avoir des exigences démesurées et le plus vous risquez que la personne se braque parce qu'en fait vous lui demandez un truc qu'elle peut pas faire. Et donc elle va même plus avoir envie d'être dans de la solution avec vous si toutes les solutions que vous proposez c'est juste des trucs qui vous arrangent et qui prennent pas en compte sa difficulté. Si je vous reprends un exemple concret, un autre truc que j'ai souvent dans ma patientèle, c'est un truc familial, là. Notamment l'exemple où vous avez, je sais pas moi, votre maman qui adore mettre le nez dans vos affaires et puis qui vient beaucoup critiquer tout ce que vous faites, comment vous êtes coiffé, comment ceci, comment cela. Et c'est un truc qui peut énormément vous agacer, mais surtout vous faire souffrir, forcément, parce que c'est pas agréable de se faire critiquer dans tous les aspects de notre vie. Et c'est possible que elle, de son côté, elle ait pas forcément des mauvaises intentions, bien au contraire même. Peut-être que c'est vraiment juste son inquiétude envers vous qui la déborde, et elle se rend même plus compte d'à quel point combien ça la bouffe, ça vous bouffe aussi. Parce que le seul moyen pour elle de se débarrasser de ce sentiment-là, c'est de vous en parler, en mode fais quelque chose, s'il te plaît, je me sens trop mal. Ça me fait penser à mon prof qui disait, vous savez ce que c'est un pullover, c'est un vêtement qu'un enfant met quand sa mère a froid. Bref, blague à part. Une autre raison pour laquelle elle peut vous critiquer comme ça peut être parce que elle a grandi dans un contexte dans lequel elle était énormément critiquée, 2 fois plus que ça, et donc du coup, elle se rend pas compte de pourquoi est-ce que son comportement est problématique, parce qu'elle a vécu tellement pire qu'en comparaison, ça c'est du pain béni en fait, c'est juste des informations utiles pour vous aider à bien mener votre vie, dites de manière sympa. Et vraiment, juste sincèrement, elle réalise pas. Peut-être qu'elle a l'habitude que vous preniez jamais les commentaires qu'elle fait, et donc du coup, elle les formule de manière de plus en plus dure, jusqu'au moment où elle a l'impression que vous réagissez plutôt que de l'ignorer. Et donc du coup, elle s'est un peu surentraînée à être désagréable, parce qu'elle a l'impression que si elle l'est pas, vous allez pas pouvoir progresser et aller mieux, et elle a tellement envie que vous alliez bien, que du coup, elle est prête à tout pour ça, même quitte à ce que vous la détestiez. En fait, quoi qu'il arrive, il y a des chances qu'elle ne soit pas mal intentionnée, mais par contre, effectivement, elle agisse mal. Je dis pas que c'est bon, elle a tous les droits parce qu'elle a des raisons. C'est pas du tout ce que je dis là-dedans, et s'il vous plaît, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais j'aime bien qu'au moins au premier coup, quand vous abordez quelque chose, vous partiez du principe que les gens pourraient être de bonne foi. Et donc à la petite maman, on va lui filer un coup de main. Au moment de cette étape-là de la solution, vous pouvez lui proposer d'autres manières de gérer son anxiété que celles qu'elle utilise et qui vous dérangent. Peut-être que vous pouvez l'aider juste à changer son vocabulaire, comme on l'a vu tout à l'heure, ça se trouve c'est juste un problème de vocabulaire, qu'elle se rend pas compte que ces mots ils sont blessants, mais qu'en soi le fond il est juste. Peut-être qu'en fait elle est juste pas assez au courant de tout ce que vous faites déjà bien et que vous avez oublié de lui expliquer les efforts que vous faites, les résultats que vous obtenez, et comme elle est pas assez au courant de la totalité, tout ce qu'elle voit c'est les moments où vous avez merdé un truc parce que vous vous en plaignez, et donc elle a que cette image-là en tête, et ça la crée dans l'inquiétude parce qu'elle a pas le reste. Et peut-être qu'en fait c'est à vous de rajouter plus de bon pour qu'elle puisse équilibrer son impression de vous et de votre vie. Peut-être que vous avez pas forcément besoin qu'elle critique moins, mais par contre qu'elle apprenne à dire du positif aussi. Parce que ça arrive souvent que des gens fassent des commentaires qui sont en soi franchement pas si désagréables que ça, ou si récurrents que ça, mais c'est tout ce qu'ils ont à dire. Et donc là, ça devient très problématique. Alors que si quelqu'un te dit 90% de trucs gentils, les 10% de moments où il te fait un commentaire sur un avis qu'il a et qui est pas du tien, ça va vraiment pas te déranger, parce que au regard de tout le reste, c'est pas un souci. Peut-être qu'à la place de critiquer, il y a des trucs qu'elle peut faire pour vous aider, ce qui fait qu'en fait, ça marcherait vraiment mieux que de vous donner son avis, et que du coup, comme la situation s'apaiserait et s'améliorerait pour vous, elle aurait aussi moins de raisons de s'inquiéter, et ça apaise les choses pour tout le monde. En fait, il faut vraiment que vous soyez généreux en proposition pour pouvoir l'aider à apprendre. C'est vraiment dans votre intérêt en fait que les gens autour de vous, ils progressent dans les choses qui sont importantes pour vous. Et c'est pas grave que ça vienne de vous et que vous mettiez la main à la pâte, c'est un bon investissement, vraiment. Surtout qu'en plus de ça, ça encourage vraiment l'autre personne à faire la même chose pour vous. Parce que quand vous vous êtes mal comporté avec quelqu'un, et que la personne vous a aidé à mieux le faire et a été reconnaissante que vous changiez votre attitude, mais derrière ça vous rend aussi hyper généreux envers la personne quand elle-même elle va être maladroite. Donc même si vous avez toujours l'impression que c'est pas juste, je suis désolée, c'est toujours à vous de bien agir en premier. Le plus vous êtes dans cette attitude-là, à prendre cette responsabilité-là, à d'abord vous bien faire, le plus derrière vous avez de chances, 1, qu'il se passe des bonnes choses, et 2, que si jamais il se passe des mauvaises choses, vous arriviez très vite à faire la paix et à vous désengager de cette relation-là, parce que vous savez que de votre côté, vous avez bien fait. Ça permet de régler le débat. J'ai tout fait pour que ça se passe bien, d'une manière où la personne en face de moi, elle pouvait prendre toutes les perches possibles. Si malgré ça, ça se passe
passe mal, c'est que ça peut pas bien se passer entre nous. Et c'est au-delà des considérations de est-ce que cette personne est toxique ou pas, c'est juste que des fois, il y a des incompatibilités sincères, et si vous faites tout pour que ça se passe bien et que ça se passe mal, c'est que ça peut pas bien se passer. Donc vraiment, pour trouver votre solution, soyez dans cette attitude-là, dans le comment est-ce qu'on peut faire pour que t'arrêtes de merder là-dessus et que ça arrête de me blesser. Comment je peux t'aider à ça. Donc être dans cette attitude-là, ça va vraiment vous aider à trouver une bonne solution. Maintenant, la deuxième chose qui va être hyper utile pour trouver une vraie bonne solution, ça va être de négocier honnêtement. Quand vous vous mettez d'accord avec quelqu'un pour tester une solution, il faut que vous soyez vraiment d'accord tous les deux pour l'appliquer. Parce que sinon, il va y avoir 3 principaux risques. D'une part, si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous risquez d'appliquer les choses à contre-cœur, et du coup, l'autre personne va le sentir. Et ça va la déranger, elle va être déçue de ça. C'est pas cool que vous y mettiez pas du vôtre. D'autre part, si jamais ça rate, vous allez en vouloir à la personne, parce que vous aviez pas envie de faire ça et c'était son idée. Et donc du coup, son idée, elle a causé un truc qui vous a dérangé, donc vous allez lui remettre dessus. Et enfin, et c'est encore plus problématique, c'est que vous risquez d'en vouloir à la personne, parce que vous vous êtes forcé pour elle à faire un truc qui vous saoulait, pour qu'en plus de ça, ça marche pas. Et là, vraiment, ça crée du ressentiment dans la situation, dans la relation, et c'est vraiment pas une bonne chose. Du coup, pour éviter tout ça, il faut vraiment que vous preniez le temps de négocier. Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée de tester cette solution? Est-ce que vous avez des craintes à rassurer avant de la tester? Parce que peut-être c'est juste ça, vous êtes inquiet d'un truc, vous avez peur que si vous faites ça, il se passe autre chose, vous avez juste besoin d'être rassuré pour le faire tranquillement. Est-ce que vous avez besoin même d'un effort en retour de la personne? Que ça équilibre les choses, genre je veux bien faire ça pour toi, mais par contre j'ai besoin que tu fasses ça, parce que sinon moi j'y arriverai pas. Ou est-ce que même juste, ça vous plaît pas du tout comme solution, vous avez pas du tout envie de faire ça quelles que soient les circonstances, et dans ce cas-là, il faut pas le faire, hein. Il faut vraiment trouver une idée radicalement différente. Quand vous négociez, en fait, vous pouvez pas partir du milieu. Quand vous négociez, chacun part de son côté. Vous devez partir de ce que vous aimeriez vraiment. Si chacun part de son désir à lui ou à elle, on peut, au fur et à mesure, avancer vers un milieu qui va être un vrai milieu. Mais si jamais vous partez, vous, du milieu, et que la personne part de son désir, vous êtes que dans la partie du camembert qui va pas vous arranger. Du coup, l'issue, elle va forcément vous frustrer. Faut pas que vous soyez gentil, faut pas que vous fassiez juste des trucs qui font plaisir à l'autre. Faut que vous fassiez des choses qui sont justes, qui vous semblent vraiment honnêtement justes. Parce que sinon, vous allez le prendre sur vous. Et même si vous êtes une super gentille personne, vous allez faire du mal à l'autre personne, vous allez lui faire payer votre retenue à vous. Vous avez le droit d'assumer que vous voulez un truc. En plus de ça, l'autre personne, elle a le droit de dire non, en fait. Donc, démarrez toujours la négociation à partir du truc qui vous plairait vraiment. On a le droit de le vouloir. Ça veut pas dire qu'on va l'imposer. Et vraiment, n'acceptez que ce que vous êtes d'accord de faire et que vous pouvez faire. Si chacun de vous a une idée différente, mais qu'en soi, vous êtes d'accord de tester, faites les deux. Et comme ça, vous garderez la meilleure. Ce qui a le mieux marché, ce qui a fait le plus de bien, ça gagne, et comme ça on laisse la réalité gagner, plutôt que vos petits égos, et de vous engueuler et de débattre de qui a la meilleure des idées. Vraiment, testez tout. Tout est bon à prendre, on sait jamais. Même si la première idée elle a bien marché, on teste la deuxième, on sait jamais. Peut-être qu'il y en a une qui sera meilleure dans certaines circonstances, et l'autre meilleure dans d'autres. Et surtout, ne jugez pas du tout les solutions que vous allez trouver. C'est vraiment pareil que pour cette histoire de comment en parler. En fait, il n'y a pas de modèle exact de c'est quoi les bonnes solutions. Vous avez vraiment pas besoin de vous comparer aux autres, aux belles citations Instagram, et certainement pas à ce que moi je vous raconte. Comme j'ai dit tout à l'heure, on teste des trucs. Si une solution fonctionne, ça crée du bon pour vous, pour l'autre, pour tout le monde, c'est une bonne solution. Si ça crée un dégât, c'est pas une bonne solution, fin de l'histoire. Et ça va vraiment faire accélérer les choses parce que justement le fait de prendre cette habitude-là, de tester dans la réalité qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, ça fait que vous allez apprendre beaucoup plus vite justement, plutôt que de réfléchir et de passer 1000 ans à vous dire on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et au final de rien faire. Faites des trucs même s'ils sont un peu abrutis, tant que vous êtes d'accord de tester, que ça vous dérange pas de le faire, et à partir de là, vous récoltez des informations de qu'est-ce qui fait des bons, des mauvais effets, pas d'effets du tout. Mais par contre, vous lâchez pas l'affaire tant que vous n'avez pas trouvé un truc qui marche. Parce que ce sujet-là, si jamais, encore une fois, vous n'avez pas réussi à le résoudre, il va revenir. Si jamais il revient, mais qu'à chaque fois, vous essayez, vous êtes de bonne foi et vous progressez, ça créera beaucoup moins de ressentiment, comme je vous l'ai dit. Donc en fait, vous perdez vraiment rien à essayer de trouver une solution, même si elle marche pas. C'est vraiment l'idée principale de ça, et si je veux que vous reteniez un truc, c'est vraiment ce truc-là. On parle pas pour que ça serve à rien. Le meilleur moyen que votre discussion se passe bien quand vous abordez un sujet délicat, c'est qu'elle soit orientée vers qu'est-ce qu'on fait. Si vous l'orientez que vers le passé, et vers la plainte, et vers l'accusation, vers pourquoi t'as fait ça, c'est pas cool pour moi, tu te rends compte, vous êtes sûr que ça va mal se passer. Mais si vous l'orientez vers, bien évidemment que t'as sans doute pas fait exprès, mais comme ça crée du dégât, faut qu'on fasse un truc, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que t'as une meilleure idée? Comment on pourrait faire? Vous avez beaucoup plus de chances que ça se passe très bien, parce qu'en fait, la partie qui met l'autre dans la honte, elle dure très peu de temps. Et c'est ça qui fait souvent réagir les gens. C'est parfois même quand vous avez raison, quand vous mettez le doigt sur un truc qui fait mal et ils ont le seum parce que oui, c'est vrai qu'ils se comportent mal. Si vous leur mettez le nez dans le caca comme ça très fort, ils vont réagir super fort. Alors que si là vous êtes dans cette attitude-là, à collaborer sincèrement avec eux, à essayer de bien faire, à trouver une solution pour plus jamais en parler, en fait ils vont juste être super reconnaissants.
Et le sujet difficile, en fait, il est plus si difficile que ça, parce que vous avez vu, si on fait tout ça, bah ça résout une dispute. Ça a exactement la même fonction d'une dispute, hein, ça régule. C'est juste que ça n'a pas eu besoin de monter dans les tours. Ce qui est important, en fait, c'est pas de se disputer ou de pas se disputer, c'est de pas fuir les sujets qui sont graves et compliqués. Que quand ça frotte, vous alliez pas éviter ça. Et c'est vrai quel que soit le type de relation. Que ce soit avec un collègue, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec votre partenaire amoureux, qui que ce soit, en fait, vous avez vraiment besoin d'oser aller là où ça fait peur. Ça va vous rendre hyper courageux en plus à force parce que vous allez prendre vachement confiance en vous. Moi je sais qu'avec le temps, je peux parler à peu près de n'importe quoi avec n'importe qui et j'ai pas peur que ça prenne des proportions parce que j'ai l'habitude de gérer ça. Mais j'ai l'habitude comment ? Bah parce que je fais ça. Parce que j'apprends au fur et à mesure et je me rends aussi compte assez rapidement de qui est d'accord de collaborer et avec qui il vaut mieux juste que j'arrête de discuter parce que c'est pas nécessaire. Ça vous permet aussi de lâcher l'affaire et d'apprendre à poser des limites parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est bien justement que ça vous inquiète de bien aborder les sujets difficiles parce que vous avez peur que ça se passe mal et donc potentiellement vous êtes peut-être un petit peu anxieux et les gens anxieux comme nous, on a vraiment besoin d'apprendre à prendre confiance en nous et dans notre capacité à gérer les choses difficiles et surtout à poser des limites et à apprendre à quitter les situations qui sont problématiques. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder parce que ça peut peut-être vraiment vous aider. Et du coup, d'une manière générale, avec cette méthode-là, entraînez-vous un maximum. Vous pouvez commencer avec les gens avec qui vous vous sentez le plus en confiance et avec qui justement il y a vraiment pas grand-chose à régler, mais juste pour le principe de s'entraîner, au moins vous êtes sûr qu'il y a rien de grave, donc il y a rien qui peut péter. Et à force de vous entraîner, ça vous semblera beaucoup plus naturel et fluide. Bien sûr qu'au début, ça fait un peu protocolaire ce truc de d'abord les intentions, ensuite les informations, ensuite la solution, et c'est un peu scolaire. Mais c'est la même chose qu'avec la politesse. Au début, c'était hyper scolaire la politesse. On a mis des années à vous fourrer dans le crâne qu'il fallait dire merci à la dame. Et avec le temps, vous avez pris l'habitude de dire 50 formules de politesse à la caissière quand vous passez à Carrefour, et ça vous pose aucun souci. Et non seulement ça vous pose aucun souci, mais vous vous rendez même pas compte que vous le faites, et ces techniques de communication-là, en fait, c'est la même chose. Même avec le temps, vous allez pas les dire dans le bon ordre, il y aura une étape avant l'autre, et vous allez passer plus de temps sur un truc que sur un autre, ça va vraiment varier. Ça n'a pas pour but d'être une instruction militaire que vous devez suivre à la lettre, c'est vraiment une grille pour apprendre à communiquer, pour tester des choses. Et donc, prenez ce qui vous arrange dans ce que j'ai dit, testez-le, et ce qui marche pour vous, bah vous le gardez. Et avec le temps, vous aurez vos propres manières d'aborder les sujets difficiles avec les gens qui sont importants pour vous, parce que vous les aurez construits ensemble et ce sera vraiment ça les meilleures manières. Mais surtout, si jamais vous avez trouvé des super solutions, bah n'hésitez pas à les partager en commentaire, parce que ça se trouve quelqu'un d'autre va passer sur la vidéo et va avoir un problème très similaire au vôtre et sera trop content que quelqu'un lui ait donné une bonne idée. Donc n'hésitez vraiment pas à partager ça, ça me fait trop plaisir en plus de vous lire.